Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons Horia Lequehal, psychologue française résidant entre la France et la Roumanie et avec une belle expérience à l'étranger, notamment au Canada. Nous avons voulu la recevoir aujourd'hui en partie parce que hier, jeudi 10 octobre, fut la journée mondiale de la santé mentale. À ce sujet, pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, je vous informe que le site d'investigation Snoop.ro a récemment sorti une enquête sur les services de santé mentale en Roumanie. Mais avec vous, Horia Lequehal, nous allons plutôt nous centrer non pas sur les institutions, mais sur l'individu et votre pratique. Horia Lequehal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes arrivé à Bucarest en 2022 avec une ONG française internationale afin d'établir des programmes de soutien psychologique pour les réfugiés ukrainiens. Puis, à la fin de votre contrat, vous avez décidé de revenir à Bucarest pour offrir soutien psychologique et psychothérapie à la population francophone et anglophone. Sur votre site bluenotespi.com, vous dites que ce qui fait souffrance peut être lié à des blessures anciennes qui se réactivent. L'observez-vous de façon particulière en Roumanie? Tout d'abord, merci de me recevoir. Et pour répondre à votre question, c'est en général ce qui amène les gens à consulter un psychologue ou un psychothérapeute. Ils sentent qu'ils ont quelque chose du passé qui les tourmente. Alors, ça se passe toujours dans le présent. C'est des choses qui se réactivent. En fait, il y a plusieurs motifs de consultation. Un des motifs de consultation, c'est qu'il y a un événement qui se passe ici et maintenant et qui bouscule les gens au quotidien. Malgré le soutien de l'entourage, s'il est présent en Roumanie ou à l'étranger, les personnes n'arrivent pas à dépasser en fait ce qui peut les tourmenter. Et du coup, en fait, ils ont recours au psychologue. Et il y a une deuxième chose, c'est on a tous une histoire qu'on porte à l'intérieur de nous. Et des fois, en fait, vivre ailleurs, avoir des expériences à l'étranger, nous met en fait face à nous-mêmes, puisque on est dans un environnement nouveau et on doit compter sur soi-même. Et des fois, en fait, ça arrive que pouvoir compter sur soi, ça implique de regarder aussi ce qui nous a tourmentés auparavant et puis d'avancer avec tout ça. Donc je dirais pas que c'est particulier à la Roumanie. Si je l'observe particulièrement en Roumanie, c'est quelque chose qui... J'ai l'impression de faire le même travail que si j'étais en France ou ailleurs, en fait. Et là, vous parlez donc des patients que vous avez qui sont en général français, enfin expatriés. Ils sont francophones. La plupart d'entre eux sont francophones. Mais il n'y a pas une majorité de Roumains. Non. Non, hein, d'accord. Voilà. Non. C'est ça. Non, ce sont des étrangers qui vivent ici à Bucarest. C'est ça, donc... Et quand il y a une certaine réticence pour aller voir un psychologue, souvent j'entends que la personne dit que de toute façon, il se confie à des amis ou à des proches, mais en fait, cet ami ou ce proche accueillera le discours avec ses propres traumatismes, et donc en fait c'est pas équilibré, quoi. Il faut véritablement un psychologue pour résoudre quelque part ces problèmes, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ceci dit, je vais quand même nuancer, oui. Je pense que le soutien de l'entourage est vraiment important et avoir la possibilité de se confier et de ne pas rester isolé avec des pensées négatives, avec son anxiété, avec quoi que ce soit qui se passe à l'intérieur de nous. Si vous avez la chance vraiment d'avoir un entourage qui peut vous écouter, moi je trouve que c'est génial. Alors, ceci dit, des fois, c'est limité.
Alors pourquoi? Pas parce que l'entourage peut avoir des traumatismes ou a des traumatismes, non, c'est pas lié à ça. C'est que, en fait, je dirais que, chacun avance, l'entourage ne peut pas tout régler. C'est ça, en fait. L'entourage tente d'aider au maximum, mais ne peut pas régler les choses. Et en fait, les personnes se tournent vers le psychologue pour avoir un espace. Objectif. Non, c'est toujours de la subjectivité, mais c'est un Mhm. espace à eux, en fait, où ils peuvent se poser et avoir en face d'eux un professionnel qui ne les connaît pas, en fait, qui est neutre et qui est très empathique et qui peut accueillir la souffrance qui, par moment, dérange la personne qui vient. Et on apporte, en fait, notre rôle, c'est d'apporter un environnement suffisamment sécurisant pour que la personne puisse explorer toutes les parties d'elle-même, et même les parties qu'elle n'aime pas trop. On en a tous, hein. Et du coup, moi, ce que les personnes que j'accompagne m'ont donné comme retour, c'est que ça leur... c'est vrai qu'ils disent à peu près les mêmes choses qu'ils disent à leur entourage, s'ils ont la chance d'en avoir un. Mais en fait, le retour ou l'écoute qu'ils ont est différent. Et ça leur permet, en fait, d'un coup, d'être plus à l'écoute d'eux-mêmes et de trouver, en fait, leur propre stratégie pour avancer avec les difficultés de la vie. Mhm. Alors, si vous voulez bien, on va maintenant passer à vos patients qui, je suppose que vous aurez des patients jeunes, voire très jeunes, des adolescents. Oui. Diriez-vous qu'il y a un mal-être, une anxiété propre à cette génération, où qu'elle se trouve, en France, au Canada ou en Roumanie? Mhm. Oui, bah, les adolescents sont des adolescents. Enfin, vous savez, euh, je dirais que la souffrance, ce qui fait souffrance, ou la manière dont nous, les humains, on souffre, on souffre de la même manière partout dans le monde. Il n'y a pas quelque chose vraiment de spécifique à un pays. Mais je dirais qu'il y a quelque chose, je vous dirais comme beaucoup de prédécesseurs et de psychologues actuels et de chercheurs et des gens Qui s'intéressent à ces questions, oui, oui. absolument, que oui, il y a quelque chose. Le passage de l'enfance à l'âge adulte, donc l'adolescence, c'est un passage charnière. Et il y a des choses de la petite enfance qui peuvent se réactiver. Il y a des choses dans la famille qui se passent. Enfin, les difficultés que les familles... parce que quand je travaille avec les adolescents, je travaille aussi avec les parents. Mais les parents ne sont pas nécessairement présents quand vous traitez avec... Ça dépend. Ça dépend. Ouais, ça dépend ce qui est à traiter. Ouais. Mais en 2024, est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose de spécifique qui touche les adolescents? En fait, je me réfère notamment à ce qu'on entend beaucoup, ce problème avec les outils numériques. Dernièrement, d'ailleurs, le smartphone a été interdit dans plusieurs pays européens, notamment la Roumanie, dans les collèges et lycées, je crois également. Donc, parce qu'il y a quand même là un problème en termes d'attention. Ça peut aussi, je me rappelle d'une psychologue qui me disait que ça peut aussi générer des choses positives, comme dans le traitement de l'information. Il y a des capacités encore méconnues, mais qui sont en train de se développer aussi grâce aux outils numériques. Donc, il faut avoir un discours peut-être nuancé par rapport à ça. Mais toutefois, est-ce que vous ressentez, peut-être par rapport à ça, aux outils numériques, ou autrement, est-ce que vous sentez une spécificité dans le mal-être ou le bien-être de ces adolescents aujourd'hui? Ben, le truc qui est compliqué, en fait, avec
le numérique, c'est les réseaux sociaux, en fait. C'est parce qu'ils sont dans la construction de leur identité, ces adolescents. Et les réseaux sociaux, c'est quand même l'image, c'est qu'est-ce qu'on montre. Parce que plus ce qui existe sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Enfin, on choisit les photos, on choisit les vidéos, on poste. Enfin, c'est pas qui on est vraiment. Et je pense que ça peut être difficile pour certains adolescents. Moi, je pense qu'il faut beaucoup éduquer, en fait, à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Il faut que les parents, autant que faire se peut, s'intéressent à ça, à ce que leurs adolescents postent. Et puis autant aussi qu'ils consacrent aux écrans. Et qu'ils encouragent aussi leurs adolescents à expérimenter la vie en dehors des écrans. Je pense que c'est ça aussi qui est le plus important, c'est que ces jeunes puissent aller à l'extérieur, rencontrer des amis, être en relation pour de vrai, en face à face, et parce que les apprentissages sociaux se passent par là. Mais je dirais que en tout cas au niveau des motifs de consultation que j'ai eus dans mon expérience, c'était pas principalement relié aux réseaux sociaux, même si j'explore en fait cette question-là. Parce que je pense que c'est une question qui est importante. Donc, voilà. D'accord. Vous continuez de travailler avec la communauté ukrainienne. Dans quel cadre et quels sont les principaux problèmes psychologiques auxquels cette communauté doit faire face aujourd'hui? Alors, je travaille... Je sais pas, je vais nuancer aussi. C'est pas avec la communauté ukrainienne. J'ai travaillé pour cette communauté quand il y a eu une vague massive d'immigration en 2022, 2022-2023. Mais puis, quand j'ai terminé mon contrat avec l'ONG internationale, je me suis complètement retirée. Ce que je peux vous dire, c'est que les personnes déplacées pour les motifs de guerre vivent de terribles moments, des moments difficiles. C'est jamais facile, en fait, d'arriver dans un pays. La migration forcée, les déplacés, c'est vraiment, c'est extrêmement bouleversant. C'est extrêmement bouleversant d'être délogé comme ça de chez soi pour ce motif-là. Et avec beaucoup de femmes et d'enfants, en fait, dont les papas ou les frères devaient aller combattre. Mais je trouve, en tout cas, que il y a eu beaucoup d'initiatives porteuses de ce que j'ai pu observer et des centres communautaires pour la communauté ukrainienne qui se sont formés. Donc, du soutien de la part de la Roumanie, vous l'avez... De la Roumanie, de l'Europe en général. Ouais, partout dans tous les pays européens, il y a eu un soutien massif et je trouvais ça vraiment formidable. Après, voilà, pour les personnes qui sont restées en Roumanie, c'est... j'imagine, bien sûr, l'apprentissage de la langue, s'ancrer ici, à l'acceptation, en fait, de cette situation qui perdure. Voilà, mais moi, là, en ce moment, le projet sur lequel je suis auprès de la population ukrainienne, c'est auprès d'une toute petite population, sont les journalistes ukrainiens qui couvrent effectivement des événements, les événements liés à l'Ukraine et qui ont une résidence journalistique professionnelle ici. Donc j'interviens sur un volet formation sur ce que j'ai appelé le bien-être et les risques psychosociaux pour le travail de journaliste. En fait, je me suis servie bien sûr de mon regard de psychologue, mais également de ce que j'ai pu observer et j'allais dire processer de mon expérience dans l'humanitaire pour pouvoir proposer une formation où voilà, ces journalistes-là
puissent prendre en compte leur santé mentale, parce que c'est une profession qui est très exigeante, avec des horaires assez incroyables, et puis ils ont accès à des visuels et à des audios traumatiques. Et il faut bien en parler de ça, en fait, de l'impact que toutes ces images a sur notre santé mentale, et comment aussi, quand on fait partie de la communauté qui est impactée par la guerre, et qu'on doit couvrir la guerre, voilà, comment finalement on prend soin de soi et prendre soin de sa santé mentale. Et je pense que c'est tellement important que les organisations professionnelles parlent de ça. Donc voilà, c'est sur ce volet-là que j'interviens en ce moment. Et pour revenir à votre travail avec la population ukrainienne que vous avez eu avec donc cette ONG internationale, mais également à votre lien toujours présent avec cette communauté, qu'il soit journaliste ou pas, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quels sont les traumatismes ou les sentiments qui reviennent toujours? Un sentiment de culpabilité peut-être, du fait de ne pas être en Ukraine? Et en fait, ils traversent ou ils ont traversé ce que beaucoup de populations réfugiées traversent. Sauf que ici, ce qui a beaucoup compté, c'est qu'en Europe, il y a eu beaucoup d'aide. Et je pense que ça fait vraiment une différence en termes d'impact sur la santé mentale des personnes réfugiées. Et je dirais que oui, il y a eu il y a beaucoup de tristesse à quitter son pays. Mais c'est aussi, je dirais, paradoxalement, une chance de pouvoir le faire quand on a la possibilité de le faire, puisqu'il y a des populations qui ne peuvent pas le faire actuellement. Et donc, quelque part, c'est quitter son pays quand il y a la guerre, même si c'est un déchirement, même si c'est un déracinement, ça montre aussi la force de vie que les personnes ont, les ressources intérieures qu'elles ont, et très très rapidement en tout cas ils s'organisent en tout cas en communauté. Il y a eu beaucoup d'entraide en fait. Il y a eu beaucoup d'entraide, et en Roumanie, il y a eu aussi beaucoup de soutien de la population locale. Moi, j'étais très impressionnée. Vraiment, j'étais très très impressionnée par l'empathie et l'aide, mais vraiment des gens qui se sont bénévolement impliqués. Ça surtout en 2022-2023, ouais. Non? Et après, concernant les journalistes avec qui vous avez traité, eux, comment sont-ils différents quelque part? Et leur situation est effectivement différente parce qu'ils ont un permis de résidence en tant que professionnel, donc c'est un peu différent. Je dirais qu'en fait, ce qui est d'abord différent, c'est mon travail. J'étais coordinatrice de programme avant, donc on était vraiment centré sur des populations réfugiées en situation vraiment de précarité. Ici, c'est complètement différent, c'est de la formation. Quand vous dites ici, c'est où exactement? Ici et maintenant, je dirais, dans mon implication. Au CFI, non? C'est ça, hein? Mon implication actuelle, on va dire. L'implication que j'ai actuellement auprès de cette population, c'est de proposer, de délivrer de la formation sur les risques psychosociaux au travail spécifiques pour les journalistes. Ukrainiens. Et là, ils sont ukrainiens. Spécifiques pour les journalistes, là, ils sont ukrainiens. Je dirais que ce qui est important ici, c'est de mettre en avant... Je pense que faire ce métier-là et informer, et c'est très, très important. Informer quand on est soi-même issu du pays qui est impacté par la guerre, en termes de ressources intérieures, c'est hyper demandant. C'est extrêmement fatigant. Enfin, il y a quand même, couvrir des événements liés à la guerre, c'est déjà, quand on est extérieur au pays,
très compliqué. Quand c'est votre propre pays, alors, oui. quand c'est votre propre pays, comment on fait? Enfin, c'est pas comment on fait, ils le font, c'est pas ça. C'est comment on fait pour trouver de la ressource, comment on fait pour observer ce qu'on ressent en tant que professionnel et comment on prend soin de soi, parce qu'il faut continuer à prendre soin de soi pour pouvoir faire ce métier au mieux et être aussi au mieux avec soi-même. Et relater les événements de la façon la plus objective possible, évidemment. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, sur votre pratique, Ouais. sur le fait que en Roumanie, d'après ce que j'observe, il y a vraiment beaucoup de spécialistes jungiens, je ne sais pas si Jungiens, donc de Carl Jung, hein, qui se revendique de la tendance du psychiatre suisse, hein. Je crois que c'est un psychiatre suisse qui travaillait à la même époque avec Sigmund Freud, mais je crois qu'ils se sont un peu disputés à un moment donné, donc il a pris une voie différente. Enfin, je schématise. Oui. Hein. Mais c'est un petit peu la même pratique. C'est de l'analyse, c'est de la psychanalyse. Est-ce que vous, par rapport à la psychanalyse, comment vous vous situez? Est-ce qu'il y a des éléments d'analyse que vous intégrez dans votre pratique? Comment je me situe par rapport à la psychanalyse? Moi, je pense que la psychanalyse, c'est un outil formidable, que ça a eu le mérite de mettre en avant l'importance des processus inconscients. Et ça a eu aussi le mérite d'être en quelque sorte la première psychologie du développement de l'enfant. Maintenant, comment moi je me situe par rapport à ça, en ce moment, c'est que j'utilise des outils de la psychanalyse, mais je ne suis pas psychanalyste. Oui, je ne me définis pas comme psychanalyste. Mais vous utilisez certains outils. Oui, parce qu'on ne peut pas échapper à l'inconscient, je pense. C'est impossible. Mais dans la pratique que j'ai eue, ou que j'ai développée, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé aussi au Canada. Et puis j'ai beaucoup aimé en fait le travail au Canada. Enfin, ils étaient assez ouverts pour utiliser les outils de différents courants thérapeutiques en fonction des besoins des patients. C'est-à-dire que je suis plutôt ouverte à ça. C'est-à-dire que pour les personnes qui souhaitent aller en psychanalyse, qui sont intéressées par la psychanalyse, je l'ai été moi-même en psychanalyse. Je trouve que c'est génial d'aller... c'est vraiment une belle exploration. Maintenant, tout le monde ne recherche pas ça dans la psychothérapie ou le soutien psychologique. Et il y a d'autres outils qui sont aussi intéressants. Et de pouvoir, en fait, en tant que professionnel, de pouvoir se nourrir de différents outils pour pouvoir les proposer et s'adapter à là où en est la personne dans sa réflexion et puis dans l'acceptation de ces outils-là. Voilà. Donc moi, je travaille comme ça. Très bien, ça me semble très très bien. Avant-dernière question, Auria Lequehal. Oui. Avant cet entretien, et vous me direz si j'ai mal repris vos propos, hein, mais vous me disiez que la santé mentale devrait être davantage prise en compte. En quel sens et dans quel contexte vous avez ce sentiment-là? Que la santé mentale devrait être davantage prise en compte? Mais c'est... je dirais, c'est comme prendre en compte sa santé. Vous voyez ? Prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa santé et de sa santé mentale.
le 10 octobre, c'était la journée mondiale de la santé mentale. Quand j'en parle autour de moi, les gens sont surpris, ils ne savaient pas. Beaucoup de personnes ne savaient pas. Bon, là, j'ai vu à la télévision roumaine qu'il y a des spots qui passent et qui annoncent cette journée avec un site internet que j'ai pas retenu, mais où les personnes peuvent trouver de l'information et je trouve ça chouette. Mais oui, effectivement, ça devrait pas être un tabou, ça devrait pas... on est des êtres vivants, on a plein d'émotions, on vient tous d'une famille avec plus ou moins des problèmes, plus ou moins de l'insatisfaction, plus ou moins de la frustration. Et puis, il y a des personnes qui font vraiment face à des troubles psychiques et c'est pas une minorité, en fait. Et du coup, je pense que dédramatiser cette question-là, en parler dans plusieurs espaces, pourra permettre aussi aux gens d'accepter peut-être ce qu'ils ressentent et de dire « Ah bah oui, en fait, c'est normal. Ce que je vis là, en fait, c'est normal. Et je suis pas tout seul. » Je crois que le pire, c'est de rester isolé avec ce qu'on ressent et se dire qu'on est complètement à côté de la plaque ou qu'on est complètement différent des autres et que personne ne pourra nous comprendre. Et plus on parlera de ça, et ça peut être dans les écoles, ça peut être dans les universités, ça peut être sur les lieux de travail, ça peut être aussi pour les formations des leaders. Parce que je pense qu'il y a des fois de la souffrance qui est créée de manière inutile. Bon, peut-être je suis optimiste ou je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des choses, il y a des malentendus dont on pourrait se passer. Et puis c'est notre humanité aussi. C'est ça. Dernière question, Ouria Le Caal. Vous avez décidé de revenir à Bucarest après une première expérience. Qu'est-ce que vous aimez ici? Ce que j'aime, moi je trouve en fait que à chaque fois quand j'arrive dans un pays, il y a un truc qui se passe avec la terre de ce pays-là. Il y a comme une sorte de connexion. Dans chaque pays? Alors ça n'arrive pas dans chaque... C'est plus ou moins intense. Oui, ça n'arrive pas dans chaque pays, mais je trouve que quand je suis arrivée à Bucarest, j'ai beaucoup aimé l'énergie de la ville. Comment vous la décririez, cette énergie? Oh, je sais pas, je trouve qu'il y a à la fois de la douceur et en même temps, j'ai l'impression que tout est possible. Il y a un dynamisme qui fait du bien et je trouve en fait que les gens sont ouverts et réceptifs à plein de choses nouvelles. Et puis je trouve aussi qu'il y a beaucoup de parcs. J'aime beaucoup les parcs. C'est très vert. Et je trouvais les gens très gentils. Je sais pas, après, il y a des choses qui s'expliquent pas trop, hein. Mais oui, j'aime bien Bucarest. Je me suis pas encore lassée de cette ville. Et même par exemple, quand je voyage je suis allée dans d'autres villes de la Roumanie que j'ai beaucoup aimé, mais à chaque fois quand je reviens à Bucarest, je et comme quelque chose de très. Moi, je trouve que c'est apaisant. C'est pas très rationnel, hein, tout ça. C'est intéressant ce que vous dites, apaisant, parce que c'est vrai que quand on en parle à beaucoup de Roumains, notamment à cause des embouteillages, du trafic automobile, apaisant, c'est pas le premier terme qui vient à l'esprit. Oui, mais effectivement, c'est bien que vous ayez d'abord, et je suis d'accord avec vous, ressenti ça à Bucarest. Vous parliez de douceur, et c'est vrai
malgré, personnellement, je trouve que, enfin, je rencontre toujours plus de Roumaines et de Roumains qui vont de façon explicite dire qu'ils apprécient Bucarest, ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps. Ok, ok. Et c'est vrai que c'est une ville qui a souvent été mal aimée, je trouve. Et donc, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un comme vous et qui fait l'éloge de Bucarest. Aurial Lecoal, merci beaucoup pour vos propos. C'était très intéressant et je crois que nos auditrices et auditeurs auront envie d'aller, j'espère en tout cas, un petit peu plus loin dans tout ce qui concerne la psychologie et parce que ça fait partie, comme vous le disiez, de notre santé de façon générale. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Tiens, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas parlé de ça, de la sécurité routière. Encore une fois, si vous prenez la voiture ce week-end, faites très attention. Ça fait forte prudence. Voilà, c'est tout. Week-end Placout. Au revoir.